Les rivalités, elles sont bien plus que de simples conflits narratifs. Elles constituent l'épine dorsale de toute grande œuvre de fiction, les catalyseurs qui transforment des histoires ordinaires en légendes immortelles. Dans l'univers du manga et des animés, nous avons eu le droit à des duels épiques qui ont marqué des générations entières. Naruto et Sasuke nous ont montré la beauté tragique de l'amitié brisée puis reconstituée. Goku et Vegeta ont incarné la philosophie du dépassement éternel. Light et L ont exploré les méandres de la moralité et de la justice. Mais il existe une rivalité qui surpasse toutes les autres, une relation si complexe, si parfaitement orchestrée, si riche en nuances qu'elle a littéralement redéfini notre compréhension de ce que peut être un antagonisme constructif. Roronoa Zoro et Wismuk Sanji, deux noms qui prononcés ensemble font vibrer le cœur de millions de fans à travers le monde. Deux destins entrelacés dans une danse éternelle qui transcende la simple compétition pour atteindre les sphères de l'art narratif pur. Pendant plus de 25 ans, Eiichiro Oda a façonné cette relation avec la précision d'un maître horloger et la passion d'un grand compositeur. Chaque interaction, chaque regard échangé, chaque insulte lancée, chaque moment de respect silencieux participe à une symphonie narrative d'une richesse et d'une profondeur absolument inouïe. Parce que, comprenez-moi bien, sans Zoro vs Sanji, One Piece ne serait tout simplement pas One Piece. Cette rivalité n'est pas un élément accessoire de l'œuvre, elle en est l'âme battante. Pour comprendre la profondeur abyssale de cette rivalité, il nous faut effectuer une véritable archéologie de ces deux personnages, car Zoro et Sanji ne sont pas des rivaux par hasard ou par facilité narrative. Ils sont les produits finis de deux philosophies existentielles diamétralement opposées, deux visions du monde qui se sont développées dans des environnements radicalement différents. Commençons par Zoro, dont le nom même évoque la lame qui fend l'air, étrange dans le vif de l'existence. Dès son plus jeune âge, sa vie entière s'articule autour d'un seul et unique objectif, devenir le plus grand sabreur du monde. Mais cette ambition n'est pas née d'un caprice d'enfant ou d'une quête de gloire personnelle. Elle trouve ses racines dans une promesse sacrée, un serment fait à Kuina, son amie d'enfance et rivale au dojo de son maître. Kuina, c'est une jeune fille qui le surpassait en tout et qui fut emportée trop tôt par un destin cruel et absurde. Sa mort a marqué Zoro d'une cicatrice psychologique indélébile, transformant un enfant ordinaire en machine de guerre dédiée à l'excellence martiale. Analysons la psychologie profonde de ce traumatisme fondateur. Zoro a métamorphosé le deuil en carburant existentiel, la douleur en détermination inébranlable. Chaque goutte de sueur versée à l'entraînement, chaque muscle déchiré, chaque blessure endurée devient un hommage vivant à la mémoire de Kuina. Cette transformation psychologique explique tout ce qui fait Zoro, sa discipline spartiate qui confine à l'autoflagellation, entraînement avec des charges de plusieurs tonnes, méditation quotidienne dans des conditions extrêmes, abstinence totale de tout ce qui pourrait détourner son attention de son objectif ultime. Zoro ne vit pas pour lui-même, il vit pour l'accomplissement d'un idéal transcendant qui le dépasse. Il incarne la voie du Bushido dans sa forme la plus pure et la plus intransigeante. Honneur absolu, discipline de fer, sacrifice de soi perpétuel et loyauté inconditionnelle. Cette philosophie de vie détermine naturellement sa relation aux autres. Zoro respecte viscéralement la hiérarchie, la loyauté et la détermination vraie. Il ne peut pas tolérer la faiblesse, non par cruauté innée, mais parce qu'elle représente tout ce qu'il s'interdit d'être. Il a fait le choix radical de la perfection martiale, au détriment de tout le reste. C'est un homme qui s'est volontairement amputé de sa propre humanité pour atteindre quelque chose de plus grand que l'humanité elle-même. À l'exact opposé de ces spectres philosophiques, nous découvrons Wismuk Sanji, un homme dont l'existence même constitue un hymne à l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau et de plus fragile. Si Zoro a grandi dans l'ascèse martiale volontaire, Sanji a été forgé par la souffrance imposée et la compassion découverte. Son enfance chez les Wismuk lui a enseigné dans sa chair ce que signifie être considéré comme faible, être rejeté par sa propre famille et être traité comme un échec génétique. Cette expérience traumatisante aurait pu le briser ou le rendre amer. Au lieu de cela, elle lui a donné une empathie surnaturelle pour tous ceux qui souffrent, une compréhension viscérale de la douleur d'être rejeté. Mais c'est au Baratie, sous la tutelle du chef Zeff, que sa véritable personnalité s'épanouit comme une fleur au soleil. Zeff lui enseigne une philosophie révolutionnaire qui va à contre-courant de tout ce que le monde pirate peut offrir. Les mains sont sacrées car elles nourrissent, elles créent, elles donnent la vie. C'est pourquoi Sanji ne se bat qu'avec ses pieds. Cette distinction n'est pas une simple excentricité de combat, c'est un manifeste philosophique, une déclaration de principe qui révèle toute la profondeur de son âme. Pour Sanji, cuisiner n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Chaque plat qu'il prépare porte en lui une part de son humanité, de son amour pour la vie, de son respect pour tous ceux qui luttent pour survivre. Il ne nourrit pas seulement les corps, il nourrit les cœurs, les âmes et les espoirs. Sa galanterie excessive envers les femmes, souvent tournée en ridicule par les fans, révèle en réalité une vision du monde où la protection des plus vulnérables n'est pas un choix, mais un devoir absolu.
Sanji ne peut physiquement pas voir souffrir sans intervenir, c'est plus fort que lui, c'est inscrit dans son ADN spirituel. Là où Zoro a choisi l'idéalisme pur, Sanji a embrassé l'humanisme pragmatique. Là où Zoro voit en noir et blanc, Sanji perçoit toutes les nuances de gris qui font la richesse de l'existence humaine. Quand ces deux philosophies incarnées se rencontrent pour la première fois à Little Garden, l'impact est immédiat et définitif. Ce n'est pas un coup de foudre amical, ce n'est pas non plus de l'hostilité pure, c'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus rare. La reconnaissance mutuelle de deux hommes qui comprennent instantanément qu'ils ont trouvé leur égal. Mais leur égalité ne s'arrête pas à la force brute ou à la technique de combat, c'est une égalité de volonté, d'ambition, de détermination absolue, de refus du compromis quand il s'agit de leurs convictions profondes. Zoro voit en Sanji quelqu'un d'aussi obsédé que lui par l'excellence, même si cette excellence s'exprime dans un domaine complètement différent. Sanji reconnaît en Zoro une puissance de caractère et une intégralité morale qui rivalisent avec les siennes, même si elles s'expriment différemment. Cette première confrontation plante les graines d'une rivalité qui ne cessera jamais de grandir, de se complexifier et de s'enrichir de nouvelles dimensions au fil des années. Sur le plan purement martial, Oda a orchestré une égalité si parfaite qu'elle en devient presque mathématique, et ce n'est absolument pas un accident narratif, c'est un choix délibéré d'une intelligence rare qui sert plusieurs fonctions cruciales. Regardez leurs primes respectives à travers tous les arcs Enies Lobby, Dressrosa, Whole Cake et Wano. Elles restent toujours dans des fourchettes étonnamment comparables, créant ce sentiment permanent d'équilibre qui maintient leur rivalité vivante et crédible. Cette parité sert plusieurs fonctions narratives essentielles. Elle maintient une tension constante car aucun des deux ne peut prétendre à une supériorité définitive. Elle justifie leur compétition perpétuelle car chaque progrès de l'un constitue automatiquement un défi pour l'autre, et elle préserve leur crédibilité respective auprès du lectorat car ni l'un ni l'autre ne peut être considéré comme le simple faire-valoir de son rival. Mais ce qui rend cette égalité martiale absolument fascinante, c'est qu'elle coexiste avec des philosophies de combat diamétralement opposées. Zoro privilégie la puissance brute, les attaques frontales dévastatrices, la force destructrice qui anéantit tout sur son passage. Ces techniques comme Sanzen Sekai ou Kyoto-ryu Asura incarnent cette approche, une puissance telle qu'elle transcende les lois physiques ordinaires. Sanji mise sur la rapidité foudroyante, l'élégance technique, la précision chirurgicale qui trouve les failles là où la force brute échoue. Ces techniques comme Diabolo Jump ou Skywalk révèlent une maîtrise du mouvement qui confine à l'art chorégraphique. Cette opposition stylistique crée un équilibre dynamique absolument parfait. Aucun des deux ne peut anticiper complètement les mouvements de l'autre. Aucun des deux ne possède l'avantage stylistique définitif. Leur rivalité reste donc éternellement ouverte, éternellement renouvelée. Mais le véritable génie de cette rivalité réside dans son soubassement philosophique d'une profondeur abyssale. Zoro et Sanji n'incarnent pas simplement deux styles de combat différents, ils représentent deux visions du monde incompatibles et pourtant également valides. Zoro représente l'idéalisme pur dans sa forme la plus intransigeante. Pour lui, les principes passent avant tout, y compris avant le confort émotionnel ou la facilité relationnelle. Quand Usopp quitte l'équipage à Water 7, Zoro refuse catégoriquement qu'il revienne sans présenter des excuses formelles. Ce n'est pas de la rancœur personnelle ou de l'orgueil blessé, c'est de la cohérence philosophique absolue. Un équipage de pirates ne peut pas fonctionner sans hiérarchie claire et respect mutuel. Cette position peut paraître dure voire cruelle, mais elle révèle une compréhension profonde des mécanismes de groupe et des nécessités de leadership. Zoro sait que céder sur les principes fondamentaux, c'est ouvrir la porte au chaos et à la dissolution de l'équipe. Sanji incarne le pragmatisme humaniste dans toute sa complexité nuancée. Sa priorité absolue reste la protection de ceux qu'il aime, même si cela implique des compromis moraux douloureux ou des sacrifices personnels. Quand il part avec Big Mom pour protéger l'équipage du danger Germa, il trahit ses propres principes d'indépendance et de refus de l'aide familiale, mais il le fait par amour pur. Ces différences d'approche créent des tensions narratives d'une richesse inouïe, car les deux positions sont moralement défendables et humainement compréhensibles. Et voici le coup de génie absolu d'Oda. Malgré leur opposition fondamentale sur tous les plans, ils se complètent parfaitement au sein de la structure de l'équipage. Zoro assume naturellement le rôle du vice-capitaine officieux, celui qui prend les décisions difficiles que Luffy ne peut pas ou ne veut pas prendre. Il maintient la discipline nécessaire, préserve l'autorité du capitaine quand celui-ci est absent ou distrait, et assume la responsabilité morale de l'équipage dans les moments critiques. Sanji joue le rôle du cœur émotionnel et du lubrifiant social de l'équipage. Il nourrit les corps et les âmes, apaise les tensions, apporte de la nuance et de l'humanité là où Zoro ne voit que du noir et du blanc, il humanise les décisions brutales et tempère les positions trop rigides. Cette complémentarité crée un équilibre parfait qui libère littéralement Luffy, sachant que Zoro gère l'aspect autorité-discipline et que Sanji s'occupe de l'aspect émotionnel humain, leur capitaine peut rester focus sur son rêve et sa vision globale
martial sans s'inquiéter de la cohésion quotidienne du groupe. Leur rivalité n'est jamais statique, elle évolue constamment, se transforme, s'enrichit de nouvelles dimensions à chaque arc. Chacun pousse littéralement l'autre vers ses limites personnelles, révélant des facettes inconnues de leur personnalité respective. Sans la présence constante de Sanji, Zoro serait peut-être resté un guerrier unidimensionnel obsédé par la seule perfection martiale. La présence du cuisinier le force à développer sa dimension tactique, sa compréhension des nuances humaines et sa capacité à fonctionner en équipe. Sans la présence de Zoro, Sanji n'aurait peut-être jamais développé cette rage de vaincre, cette fureur compétitive qui caractérise ses combats les plus mémorables. Le sabreur lui rappelle constamment qu'être gentil et généreux ne suffit pas dans le monde des pirates, il faut aussi être fort, implacable quand nécessaire. Certaines scènes ont gravé leur relation dans le marbre de l'éternité. Analysons les plus significatives avec la précision chirurgicale qu'elles méritent, car chacune révèle une facette différente de leur complexité relationnelle. Oda nous présente deux hommes qui découvrent leur égalité martiale dans le contexte apparemment innocent d'une compétition de chasse. Mais regardez plus attentivement cette scène, ce qui frappe d'emblée, c'est l'absence totale de haine, de malveillance ou même d'animosité personnelle dans leur échange. Ils se battent par respect mutuel, par curiosité intellectuelle, par nécessité existentielle de se mesurer à leur égal. Cette scène établit le template définitif de leur relation. Compétition féroce, sans haine, respect mutuel non dit, avec une interruption systématique par les circonstances extérieures qui préservent l'équilibre éternel. L'arc d'Enies Lobby nous offre un spectacle narratif rare et précieux. Zoro et Sanji combattent séparément mais dans un élan spirituel unifié. Leurs victoires respectives contre Kaku et Jabra ne sont pas des coïncidences scénaristiques, mais le résultat d'une orchestration minutieuse d'Oda pour révéler leur évolution parallèle. Analysons ces combats en parallèle. Zoro face à Kaku développe ses premières techniques de découpe d'acier véritable, révélant une dimension plus technique et moins brutale de son art martial. Il commence à comprendre que la force brute ne suffit plus à ce niveau de la compétition. Simultanément, Sanji contre Jabra déclenche pour la première fois son Diablo Jumbo, manifestation physique de sa rage intérieure et de sa détermination transcendée. Il découvre que sa gentillesse naturelle doit coexister avec une férocité de combat. Ils progressent simultanément dans des directions complémentaires, confirmant leur parité évolutive et leur influence mutuelle même à distance. Nanimo Wakata. Il ne s'est rien passé. Deux mots qui cristallisent 25 ans de développement relationnel dans une économie narrative d'une perfection absolue. Cette scène mérite une analyse détaillée tant sa richesse symbolique est dense. Quand Bartholomew Kuma exige la tête de Luffy en échange de la survie de l'équipage, Sanji se propose immédiatement. Ce n'est pas de l'héroïsme naïf ou un élan émotionnel incontrôlé, c'est un calcul stratégique froid. Il estime être celui qui peut le mieux survivre à ce sacrifice ultime grâce à sa résistance et sa détermination. Zoro assomme Sanji, non par égoïsme ou désir de gloire personnelle, mais par logique hiérarchique implacable. En tant que vice-capitaine officieux et premier combattant de l'équipage, c'est sa responsabilité naturelle et indiscutable de protéger l'équipage, y compris de ses propres membres quand ils prennent des risques inconsidérés. Face à Kuma, Zoro négocie avec une froide détermination. Il comprend parfaitement qu'il va probablement mourir, mais il accepte comme partie intégrante de son devoir. Cette résignation n'est pas de la passivité, c'est de l'accomplissement philosophique. Quand Sanji reprend conscience et découvre Zoro baignant dans une mare de sang, sa réaction révèle tout. Pas de colère, pas de reproche, pas de récrimination, juste une compréhension silencieuse et douloureuse de ce qui vient de se passer et de ce que cela signifie. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas qu'une bravade masculine, une posture stoïque, c'est un acte d'amour pur envers l'équipage, une protection délibérée de leur innocence relative, un sacrifice de sa propre reconnaissance héroïque pour préserver l'équilibre psychologique du groupe. Cette séquence transforme définitivement leur relation. La rivalité ne disparaît pas, mais elle se teinte désormais d'un respect absolu et mutuel, d'une compréhension viscérale de la profondeur de caractère de l'autre. L'arc de Water 7 teste leur relation comme jamais auparavant en les plaçant dans une situation où leur philosophie fondamentale entre en collision frontale. Quand Usopp quitte l'équipage après sa dispute avec Luffy, leurs réactions diamétralement opposées créent leur première vraie faille relationnelle. Zoro adopte une position d'inflexibilité totale. Usopp ne peut revenir que s'il présente des excuses formelles et reconnaît ses torts. Cette position peut paraître dure, mais elle révèle une compréhension profonde des dynamiques de groupe et des nécessités de leadership. Sanji trouve cette position excessive et inhumaine, privilégiant l'harmonie émotionnelle du groupe à la rigueur des principes hiérarchiques. Pour lui, l'important est que la famille reste soudée, peu importe les détails de forme. Cette opposition révèle leurs différences philosophiques fondamentales et crée un malaise inédit dans leur relation. Pour la première fois depuis le début de leur rivalité, ils ne sont pas simplement en désaccord sur des détails, mais sur quelque chose de fondamentalement important. Cette fracture temporaire enrichit paradoxalement leur relation en lui ajoutant une dimension de vulnérabilité et d'humanité. Elle prouve que leur respect mutuel n'empêche pas les conflits profonds quand leurs valeurs centrales sont en jeu. L'arc Whole Cake Island nous prive pour la première fois de leur interaction directe, mais cette séparation révèle par contraste l'importance cruciale de
leur présence mutuelle dans l'équilibre de leurs personnalités respectives. Zoro à Wano semble moins centré, moins équilibré sans la présence de son rival habituel. Sans Sanji pour le challenger constamment, il perd une partie de cette tension créatrice qui l'anime normalement. Sanji à Whole Cake Island développe des aspects de sa personnalité que seule l'absence de Zoro pouvait révéler. Face à sa famille biologique, il redécouvre des parts de lui-même qu'il avait enfouies, pour le meilleur et pour le pire. Cette séparation prouve définitivement que leur rivalité n'est pas qu'un running gag, c'est une nécessité structurelle pour l'équilibre psychologique de leurs personnages respectifs. Leur retrouvaille à Wano confirme la permanence indestructible de leur lien tout en révélant une évolution subtile mais significative. Malgré tout ce qu'ils ont vécu séparément, malgré les épreuves traversées individuellement, leur dynamique reprend instantanément comme si la séparation n'avait jamais eu lieu. Mais il y a une nuance nouvelle, une maturité acquise par l'épreuve de la séparation et de la croissance personnelle. Leur interaction gagne en profondeur émotionnelle, ils se chamaillent toujours avec la même énergie, mais on sent une compréhension mutuelle plus développée, une appréciation plus consciente de ce que représente leur relation. Cette rivalité ne fonctionne absolument pas en vase clos, elle irrigue l'ensemble de l'architecture narrative de One Piece et influence tous les aspects de l'œuvre, depuis la construction des personnages jusqu'aux grandes orientations thématiques. Zoro et Sanji forment ensemble les piliers de la puissance militaire des chapeaux de paille, mais leur influence dépasse largement leur seule force de combat individuelle. Leur compétition constante crée un effet d'entraînement systémique sur l'ensemble de l'équipage qui élève le niveau général de performance du groupe. Cet effet d'émulation se ressent particulièrement chez Luffy lui-même. Ayant deux lieutenants d'exception qui se poussent mutuellement vers l'excellence de manière permanente, il peut se concentrer pleinement sur son propre développement et sa vision stratégique globale sans s'inquiéter de la cohésion opérationnelle du groupe. Mais l'impact s'étend aussi aux autres membres de l'équipage. Nami apprend de l'importance de la détermination inébranlable. Usopp trouve en eux des modèles de courage sous la peur. Chopper admire leur force physique et mentale. Robin observe leur relation avec fascination intellectuelle. Franky respecte leur dédication mutuelle et Brook apprécie leur passion sous toutes ses formes. Voici peut-être le plus fascinant, c'est précisément leur rivalité constante qui renforce paradoxalement l'unité profonde de l'équipage. En s'opposant perpétuellement, ils créent une tension créatrice qui soude le groupe autour de la gestion collective de cette tension dynamique. L'équipage des chapeaux de paille n'est pas uni malgré la rivalité Zoro-Sanji, mais grâce à elle. Elle crée une énergie vitale, une dynamique relationnelle, une complexité émotionnelle qui distingue fondamentalement cet équipage de tous les autres groupes pirates de l'univers de One Piece. Cette identité collective paradoxale explique pourquoi les chapeaux de paille fascinent tant les autres personnages de l'œuvre. Ils incarnent la preuve vivante qu'on peut être profondément unis, tout en acceptant, voire en célébrant les différences fondamentales entre les membres du groupe. Avec la fin annoncée de One Piece qui se profile à l'horizon, une question cruciale et fascinante se pose. Comment Oda résoudra-t-il cette tension qui a défini son œuvre pendant plus de 2 décennies ? Plusieurs scénarios sont théoriquement possibles, chacun porteur d'implications narratives et d'émotions différentes. Un affrontement final qui établirait une hiérarchie claire entre eux, mais ce serait trahir l'essence même de leur relation qui repose sur l'égalité fondamentale. Ce scénario semble donc hautement improbable. Une reconnaissance verbale publique de leur respect mutuel, une déclaration d'amitié ouverte. Mais cela risquerait de briser la magie de leur non-dit, de détruire cette pudeur émotionnelle qui fait tout le charme de leur relation. Le maintien de leur rivalité jusqu'à la toute fin, sans résolution définitive, c'est probablement le plus fidèle à l'esprit de leur relation et le plus satisfaisant narrativement. Face à un ennemi ultime, ils pourraient transcender leur rivalité individuelle pour créer ensemble quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Ce serait l'aboutissement logique de leur complémentarité. Au final, au-delà de tous les aspects techniques, narratifs, psychologiques que nous avons explorés, Zoro et Sanji nous enseignent une leçon universelle d'une importance capitale pour notre époque. La rivalité peut être un vecteur d'élévation mutuelle plutôt qu'un instrument de destruction. Il nous montre qu'on peut se défier farouchement tout en se respectant profondément, qu'on peut être en compétition permanente tout en œuvrant pour le même objectif supérieur, qu'on peut s'opposer sur les méthodes tout en partageant les valeurs fondamentales. Dans un monde polarisé où les différences d'opinion se transforment trop souvent en guerre idéologique, où la nuance disparaît au profit de positions tranchées, cette leçon n'a jamais été aussi pertinente et nécessaire. Alors, Team Zoro ou Team Sanji? Mais peut-être que la vraie réponse, la seule vraie réponse qui rende justice à la complexité de cette rivalité extraordinaire, c'est Team Zoro et Sanji. J'espère que vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires, on se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, bon bah, c'était Bouya.